toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous jusqu'à 16h30 pour une nouvelle émission avec mon invité aujourd'hui. Il est l'un des visages les plus connus du hard news, présentateur phare de BFM TV, à la voix atypique et au journalisme rapide. Ronald est dans votre écran depuis plus de 15 ans. Ronald Guintrange, avec 26 ans de carrière au compteur en tant que journaliste. À l'heure où tout va vite et où le tout info prend toute la place, comment gère-t-il? Qui est-il vraiment? Est-ce que l'info de masse lui donne aussi envie d'autre chose? Eh bien, on en parle tout de suite avec le journaliste qui nous parlera de son nouveau podcast Genesis en direct aujourd'hui sur notre Facebook Live, radioj.fr et sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Ronald Guintrange. Bonjour Cyrielle Sarah Cohen. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur Radio J parce que je sais que ce n'est pas toujours évident de laisser son siège puisque c'est vous l'invité aujourd'hui. En gros, si c'est une façon de me demander si j'aime répondre aux questions, la réponse est clairement je déteste répondre aux questions. Alors merci beaucoup pour cette confiance et pour l'effort, pour me laisser aussi parler de vous puisqu'il en est question aujourd'hui. Vous qui relatez, interrogez beaucoup les autres depuis si longtemps sur BFM. Et l'on vous retrouve désormais dans 7 jours BFM le vendredi à 20h30 jusqu'à 22h, le samedi et dimanche de 17h à 18h et de 20h à 22h. C'est bien expliqué? C'est exactement, c'est le plus beau générique de la chaîne, j'adore ce morceau. Je suis bien d'accord, des émissions de reportage et de talk. Alors au départ, 7 jours BFM avait été créé avec Thomas Misraki qui a pris une autre direction et c'était l'émission de reportage de la chaîne. Alors une émission de reportage dans une chaîne info, c'est un peu particulier. Et c'est vrai que depuis à peu près 2 ans, depuis que je l'ai reprise avec l'arrivée de Marc-Olivier Fogiel, on a mis un peu plus de talk parce que l'idée c'est de réancrer le reportage, long ou court, dans l'actualité. Donc c'est effectivement, en plus avec l'actualité qu'on a connue depuis 2 ans, il y a beaucoup de talk et on essaye de distiller soit nos petits reportages un peu anglais, un peu à valeur ajoutée, soit nos grands documents qui sont évidemment l'une des forces de l'émission, l'une des forces de la chaîne. Alors 5 émissions pour vous en 3 jours avec, vous l'avez dit, des grands et des petits reportages. Comment vous travaillez ça? Est-ce que vous êtes le rédacteur en chef donc, de l'émission puisque vous la présentez ou il y a des rédacteurs en chef? Comment ça se passe? Alors c'est un peu scindé, c'est un peu compliqué. Il y a 2 parties en fait dans l'émission. Je ne suis pas rédacteur en chef, il y a une partie, on va dire, purement reportage qui est géré par Myriam Alma, qui est la rédactrice en chef, et qui, elle, gère notre équipe. Donc, c'est une trentaine de journalistes. Et eux, ils préparent de façon absolument continue. Quand j'ai débarqué dans l'émission, moi, j'avais l'habitude de quelque chose de très cadré. J'arrivais le matin, j'avais une conférence de rédaction, je faisais mon antenne, je repartais chez moi. Et là, en fait, j'ai découvert le dialogue permanent. C'est-à-dire que les gens arrivaient, les journalistes de l'émission, que je connaissais déjà, mais ils arrivaient, ils parlaient de, tiens, je vais interviewer monsieur machin, je reviens du tournage. En fait, je comprenais pas de quoi ils parlaient. Parce que moi, j'avais un état d'esprit très structuré. Et eux, en fait, ils préparent des longs métrages, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois de travail, donc tout s'enchevêtre. Et donc ça, c'est le travail de Myriam et des équipes de construire et de conduire cela. Et moi, en fait, j'arrive en fin de boucle, où mon rôle est pas, enfin, j'ai pas le titre de rédacteur en chef, mais c'est d'organiser avec la rédaction en chef le conducteur de l'émission, enfin des 5 émissions en l'occurrence le week-end. Et quand on se retrouve dans une situation comme celle toute récente avec l'Ukraine, comment on gère justement quand on a j'imagine des reportages en avance? On doit s'adapter. Alors c'est paradoxal et il faut pas se méprendre de ce que je vais dire, mais c'est presque plus facile quand il y a quelque chose de dramatique et de monothématique qui écrase un peu tout le reste. En fait, journalistiquement, c'est plus facile quand on est à l'antenne parce qu'on est concentré et focalisé sur une thématique. Ce qui est difficile et différent, c'est justement quand il y a plein de thématiques différentes, des choix très compliqués à dire. Là, on sait qu'on va parler de l'Ukraine, clairement, donc il faut juste trouver les bons angles, la bonne façon de raconter des histoires, évidemment, en tâchant d'être à la fois objectif et de se différencier. Donc ça, c'est un travail que fait Myriam avec les équipes toute la semaine. Et moi, c'est un travail que je vais faire avec les petits reportages, mes invités en direct, et puis la façon dont je vais mener mes interviews, par exemple. Justement, comment vous définissez votre patte, Ronald Guintrange? Aucune idée. Aucune idée. Naturelle? Aucune idée. Je sais pas, les gens qui me connaissent ont l'impression que je ne suis pas naturel à l'antenne. Moi, j'ai l'impression d'être à peu près moi-même. Est-ce que vous avez le droit de vous vexer, de donner votre avis, de rire, Voilà, on se souvient notamment à un petit clash avec Gilbert Collard, où vous aviez raison d'ailleurs, c'était en 2018. Vous êtes vous-même à l'antenne ou est-ce que vous devez être policé, politisé? Alors, on me demande rien. Donc j'essaie d'être moi-même, mais c'est marrant parce que j'ai eu une discussion sur Instagram avec quelqu'un qui me reprochait, alors ça fait date d'il y a 2 ans, mais justement mon attitude avec Gilbert Collin. Et je lui expliquais que j'ai pas du tout un réflexe politique en fait. C'est juste que pour qu'une interview se passe bien, il faut du respect des 2 côtés.
Parfois, les journalistes manquent peut-être de respect. J'ai pas le sentiment que c'était mon cas ce jour-là. Pas Qu'il vraiment, avait pris un peu de haut ma collègue et qu'il était parti pour parfois, comme certains invités, politiques ou non, à nous prendre de haut et à empêcher toute forme d'interview et de dialogue. Comme c'était en plus pas en face à face, mais en duplex, c'est toujours extrêmement compliqué de gérer ce type de comportement. À un moment, on a essayé. À un moment, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Donc, j'ai juste essayé de lui dire au revoir et de recadrer un peu le débat. Et évidemment, les partisans de Gilbert Collard ont vu ça comme une forme de parti de positionnement politique qui n'était pas le cas. Et je me souviens avoir eu 2-3 échanges assez compliqués avec d'autres personnes, d'autres partis en plateau. Et voilà, donc c'était juste un peu un épiphénomène. Mais quand on est en duplex, c'est compliqué. Mais personne vous en tient rigueur, puisque de toute façon, ces personnes reviennent forcément sur vos Oui, plateaux. j'ai déjà Ils sont réinterviewé revenus depuis, ouais. bien plus d'une fois. Est-ce qu'il y a une patte BFM TV? On a parlé de la vôtre. Ce serait hypocrite de ne pas poser cette question. Et ni vous, ni moi, le sommes, Ronald Guintrange. CNews, c'est vu de droite, voire de droite. LCI, c'est plutôt tout et en même temps. Est-ce que BFM a une couleur politique ou pas du tout? Et je vous pose cette question notamment parce qu'on est en plein dans la campagne présidentielle. Alors en fait, c'est assez facile de répondre. Parce que avoir une patte politique, ça voudrait dire qu'on nous donne des consignes, ce qui n'est pas le cas. Et avoir une patte politique, ça veut dire que tous les gens avec qui je travaille au quotidien, que ce soit des présentateurs, des chefs d'édition, des journalistes, Doivent adhérer. et voilà, on est dans la même veine. Et en l'occurrence, même si on n'en parle pas ouvertement, je vois bien qu'il y a des gens de droite de la droite, il y a des gens de gauche de la gauche, et niveau boulot, ça se passe très bien. On essaye juste d'être assez pragmatique, de raconter les histoires qui font l'actualité et de les décliner de la meilleure façon. Mais absolument, j'ai jamais eu, ça fait 25 ans que je fais ce métier-là, j'ai eu une fois une remarque en disant ça on va arrêter, c'était parce que ça mettait en danger des Français qui étaient à l'étranger et c'était pas sur BFM TV. Mais après non, jamais, on essaie de faire notre travail comme on le peut et je me pose pas la question, moi de toute façon quand je suis en plateau, de savoir ce que je pense ou ce que je pense pas, j'essaie de poser les questions qui me paraissent les plus adaptées. Avant, il y avait les présentateurs stars de l'info, moins aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez ça bien? C'est faux. C'est faux, je m'inscris en faux. Non, évidemment. Parce qu'elles étaient starifiées, parce qu'il y en avait peu. Et que c'est vrai que l'avènement des chaînes info fait que il y a plus 3 présentateurs qui comptent. Il y en a 20 ou 30 ou 40 par jour qu'on peut regarder si on doit zapper. Donc forcément, ça change un petit peu. Plus il y a d'offres, plus la demande est parfois compliquée, mais c'est juste ça. Vous dites que l'info, c'est la star. Clairement. C'est ça, votre patte, quelque part aussi. C'est l'envie de mettre l'info en lumière plus qu'une personnalité, plus qu'un état d'esprit sur un plateau. Mais c'est pour ça que j'aime pas répondre aux questions, parce que je sais pas ce que je vais répondre. Alors que moi, quand je suis sur mon plateau, quand je travaille, ce qui est important pour moi, c'est de prendre une info, une thématique et de la traiter du mieux possible. Alors après, avec mon style, avec forcément mon regard. Donc, mais je sais que ce que je fais moi peut plaire ou déplaire et je ne ferai pas d'une autre façon. Allez, tout de suite, on clôture cette page et on en ouvre une autre. Ronald Guintrange, vous avez fraîchement 50 ans, vous êtes né le 9 janvier 1972. Votre papa a longtemps travaillé dans les assurances et votre maman a arrêté de travailler quand elle est tombée enceinte de votre jeune frère. Comment s'appelle-t-il ? Pardon, je buvais Cédric. Contrairement à ce que peuvent penser ceux qui vous suivent, vous ne grandissez pas à la montagne, mais au Pré Saint-Gervais, en Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne, dans le 93. Exactement. Pourquoi les gens y pensent ça, Ronald Guintrange ? Parce que je suis un dingue de la montagne, que mes parents y habitent maintenant, et que ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, je passe souvent mes vacances à la montagne, je vais souvent mettre sur les réseaux sociaux des beaux chalets, des moments de ski, parce que j'adore ça, juste ça. Et d'ailleurs, vous y serez prochainement. Vous vivez quel genre d'enfance et dans quel style de famille vous grandissez ? C'est pas évident de répondre. Famille modeste, avec donc un père qui travaillait, une mère assez dédiée à ses 2 enfants. Et en fait, l'idée de mes parents était de pouvoir nous offrir ce qu'ils n'avaient pas pu vivre. Ce qui fait que vous avez un peu été éduqué dans la compétition, notamment sportive. Ouais, mais ça, je pense que c'est mon défaut principal, parce que mon frère a fait la même chose et il y a un moment où il a lâché. Et que moi, dans mon caractère, j'ai du mal un peu à lâcher. Donc, ouais. Mais voilà, c'était tennis. Ils savaient pas nager, donc on a fait de la natation, on a fait de la compétition. Tennis parce que ils aimaient bien. Le ski parce qu'ils avaient eu la chance de découvrir par leur travail. On va les emmener au ski. Puis le snowboard. Et voilà, en fait, c'est arrivé un peu comme ça. Après, mon caractère fait que, comme j'aime bien gagner, j'aime pas perdre et j'aime pas lâcher. Donc, j'ai continué.
Bon, on voit au moins votre état d'esprit. Petit, est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez être journaliste? Oui, c'est d'ailleurs ce qui fait que je me suis lancé dans mon podcast. En fait, c'est qu'à un moment, j'ai verbalisé, en fait, c'était pendant le premier confinement, parce que je pense que je m'embêtais un petit peu, même si j'ai eu la chance de travailler. Et en fait, je réfléchissais, et c'est vrai que j'ai toujours dit que je voulais être journaliste. Mais après, revenir à ça, et en fait, j'en ai reparlé à mes parents, et c'est dans une rédaction, j'étais au CE1, et on nous a demandé ce qu'on voulait faire, et j'ai dit, je veux être journaliste. Et à partir de ce moment-là, en fait, le fait de le verbaliser fait que c'est devenu mon objectif ultime et que j'ai jamais dévié de ça. Alors, au moment de vous déterminer dans vos études, vous optez pour des études littéraires, du droit, une classe préparatoire à Sciences Po, un diplôme de l'École supérieure de journalisme à Paris. Puis, vous partez ensuite en Haute-Savoie pour vivre une première expérience TV. Racontez-nous. 8 Mont-Blanc, d'où aussi certains qui croient et que je suis au Savoyard. Non, mais je sortais de l'armée parce que comme je suis assez âgé, il y avait encore le service militaire. Je crois que c'était la dernière année ou l'avant-dernière année. Et en fait, oui, je voulais plus rester à Paris. J'en avais marre. Je terminais mon armée. J'ai envie de partir. Et il y avait la Haute-Savoie qui me tendait les bras. Et en fait, j'avais fait un petit stage dans une radio à Samoin, Radio Samoin. Et j'avais rencontré quelqu'un qui travaillait dans la télé locale qui s'appelle 8 Mont-Blanc et qui m'avait dit, t'as l'air de te débrouiller. Si jamais tu veux faire un stage, hop. Alors, je sais plus si j'avais fait lettre ou téléphone, parce que je sais pas ce qui existait à l'époque. Je sais même pas si le Minitel existait. En fait, j'avais envoyé un truc. Et il m'avait répondu, contacte monsieur Dagonnier, Germain Dagonnier, qui était le directeur de la chaîne. Et il me dit, de ma part. Et en fait, je suis venu, j'ai fait un essai, et puis j'ai travaillé pendant 10 mois. Et cette chaîne, malheureusement, a fermé au bout de 10 mois. C'était pas sa première fermeture, mais ouais. Vous étiez venu au départ pour un stage? Ouais, c'est-à-dire que moi, quand j'envoie ma lettre ou mon coup de téléphone, je veux juste un stage. Je me dis, c'est cool, j'ai des amis qui habitent à Samoin, la chaîne est à Annecy. Si je peux faire 1 ou 2 mois de stage, j'apprendrai un métier et c'est bien. Et en fait, j'ai fait un test qui était concluant sur certains aspects et totalement dramatique sur d'autres. Si j'avais jamais tenu de caméra. Lesquels? Ah, d'accord, ok, le GRI. Voilà. Donc j'ai pris quelques coups de bottin après parce que j'étais pas très très bon. J'ai quelques souvenirs. Mon premier scoop était bleu. Voilà. Bon, les images étaient bleues. On l'avait quand même diffusé. Ah, c'est compliqué. Ouais, c'est clair. Ouais. C'était compliqué. Et voilà. Mais j'adorais. Après, vous partez au Danemark, 3 mois, c'est rapide. Vous rentrez à Paris début des années 90 où vous faites un passage express à la 5e pour l'émission Les Rois de la Jungle. Les Lois de la Jungle. Les Lois de la Jungle. Et ensuite, en 98, votre carrière connaît un grand tournant. Vous rejoignez la chaîne TV5 Monde, alors après Mont-Blanc, TV5 Monde, au cœur de l'actualité internationale avec de nombreux et divers domaines, politique, économie, sport, culture. Et vous occupez d'abord le poste de chef d'aide. C'est ça. Chef d'édition. Chef d'édition, c'est le lien entre le présentateur et la régie et la technique, en fait. Donc c'est celui qui parle à l'oreillette du présentateur, avec qui il construit le journal et qui après, pendant le direct, en fait, fait le lien entre qui donne les consignes à la régie, donc à la technique, au réalisateur notamment, et qui reste en lien avec le présentateur. Donc c'est assez, notamment pendant les chaînes info. Alors TV5 à ce moment-là n'était pas du tout une chaîne info, mais notamment ce que je vois moi à BFM, c'est que c'est un poste assez crucial, qui est pas très connu, qui est pas très identifié pour le monde extérieur, mais c'est vraiment l'un des postes les plus importants parce que sont nos yeux et nos oreilles. C'est le chef d'orchestre. Clairement. Clairement. Vous y restez 9 ans et vous dites que c'est là-bas que vous avez véritablement appris le métier en studio. Ouais, en fait, j'ai commencé comme chef d'édition. Je vais pas dire que c'était passionnant parce que ça l'était pas, parce qu'à TV5, en fait, le travail d'édition, c'était plus de regarder les journaux des partenaires, de reprendre les reportages qui nous intéressaient et de les mettre dans ce qu'on appelle une bêta-carte au sens propre, comme une cachette VHS. Donc, c'était pas très passionnant. Et puis, il y a eu un peu plus de journaux. Et puis, il y a un nouveau président qui est arrivé, qui s'appelle Jean Stock, qui me fait d'ailleurs le plaisir de temps en temps m'envoyer des petits textos quand il me regarde à l'antenne. Et en fait, il a voulu mettre plus de journaux. Et pour plus de journaux, il fallait plus de présentateurs et plus de chefs d'édition et des chefs d'édition plus confirmés. Et donc, on nous a dit, on était 3 dans ce cas-là, on nous a dit, écoutez les gars, vous êtes bien gentils, mais maintenant, on veut des chefs d'édition pro, ce qui n'est pas totalement votre cas. Donc, il y a un casting. Le conseil qu'on vous donne, c'est réussissez le casting parce qu'autrement, on n'aura plus besoin de vous. Et on a réussi le casting. Et donc, vous devenez présentateur Exactement. assez rapidement. Et donc, à 35 ans, en avril 2007, 1 an et demi après sa création, vous devenez le présentateur du journal du soir de la chaîne d'information BFM TV, 9h minuit, un créneau que vous considérez un temps comme étant le meilleur. Oui, parce qu'on a j'ai toujours tendance à croire que ce que je fais, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, c'est l'aspect compétiteur. Ouais. Non, mais c'était sympa parce qu'en fait, c'était avec Nathalie Lévy, qui elle venait de BFM Business, et on se connaissait pas. Et en fait, notre chef de l'époque avait pas fait son boulot. C'est-à-dire qu'en gros, il nous avait dit, vous allez travailler ensemble, on se connaissait pas. Et on est arrivé le premier jour. C'est-à-dire, je sais pas, imaginons qu'on travaille un lundi soir. On devait prendre à 22h.
Et en gros, on s'est rencontrés à 15h ou 16h. J'étais même pas sûr que c'était elle quand je l'ai vue arriver parce que j'étais allé sur Google, quoi. Et c'était assez marrant. Donc, on a appris à se découvrir. On a travaillé un an et demi ensemble. Et puis après, vous avez travaillé en solo ou en duo, encore une fois, avec Karine de Ménonville, Roselyne Dubois ou encore plus récemment Alice Darfeuil. Qu'est-ce qui vous plaît dans le Tout Info, Ronald Guintrange ? C'est pas évident parce que je crois que ce qui me plaît, c'est aussi qui peut parfois me déplaire. C'est-à-dire que le tout info, c'est qu'on a le sentiment d'être au sommet de la pyramide. Mais je parle pas seulement de l'ego. C'est juste qu'on est à la fin d'un travail collectif qui est assez sympathique. On sait qu'il y a notamment dans la situation qu'on vit aujourd'hui, quand en Ukraine, c'est qu'on sait qu'il y a nos envoyés spéciaux qui sont sur le terrain. On sait qu'il y a nos programmateurs qui sont là et essaient de nous trouver les bons invités. J'ai mon chef d'édition qui essaie de bien mettre en image l'émission. Donc, en fait, c'est toujours de ce sentiment-là. Et après, sur l'info, c'est de savoir qu'à tout moment, il peut se passer n'importe quoi. Il faut toujours être prêt, il faut toujours s'intéresser au monde extérieur, même si aujourd'hui on parle beaucoup d'Ukraine, il y a beaucoup de choses qui se passent par ailleurs. Il faut toujours être un peu, je fonctionne un peu comme une éponge, parce que demain il peut y avoir un autre 11 septembre, il peut y avoir une autre chose positive. Malheureusement, je prends des exemples un peu dramatiques, mais toujours être prêt à ça. Curieux et alerte. Ouais. Quelle est l'actualité au gré de toutes ces années d'antenne qui vous a le plus donné de fil à retordre ? Ça c'est assez simple. Alors l'information la plus compliquée que j'ai eu à traiter, c'était la démission du pape Benoît XVI. Parce qu'en fait, je travaillais le midi et c'est tombé à 11h57 et je suis rentré sur le plateau et en fait j'ai vu nos écrans qui s'allumaient avec une couleur que je connaissais pas, je crois que c'était du violet. Et je vois marqué le pape démissionne. C'était l'AFP. L'AFP, ouais, source Vatican. Donc l'AFP qui est une source crédible, en plus source Vatican, donc ça veut dire que c'était pas du tout une plaisanterie. Et il nous restait 2 minutes, je travaillais avec Sandra Gandouin. Ce jour-là. Et en fait, je crois que je fais une plaisanterie, en fait. Et je sais que dans mon oreillette, on va me dire, on arrête tout ce qu'on a fait, on fait que ça. Un parent spécial. Et pour tout le monde, je pense qu'un pape, ça meurt, mais ça ne démissionne pas. Donc, on a 1 minute 30 pour trouver de quoi parler. Et voilà. Alors après, c'est l'enfer. Et heureusement, on était 2. Donc, de midi à midi 10, on a alterné, on arrivait, il y en avait un qui parlait, l'autre qui cherchait en même temps. C'était assez compliqué, mais voilà. J'imagine que les bookers, les programmateurs cherchent un invité en urgence pour vous donner du grain à moudre. Et en fait, c'est ce qui est génial quand on est à BFM, c'est qu'on sait qu'on est dans cette situation-là, mais on sait qu'au 2e étage, ça s'active et que c'est la guerre. Et on sait que très rapidement, on va avoir ce qu'il faut, on va avoir les bons invités, les bons intervenants. Et c'est ça qui fait que pour moi, on est les meilleurs. C'est qu'on est les plus réactifs, on est capable d'être très vite, très fort, très puissant. Premier sur l'info. L'information qui vous a le plus touché ? C'est compliqué, ça. Ouais, vous en avez fait beaucoup. On va y réfléchir. L'anecdote que vous n'oublierez jamais ? Un moment à l'antenne qui était pour vous peut-être puissant, fort d'émotion, ou peut-être une rigolade même, ça peut arriver. Non, je crois que c'est quand même le visage de Patrick Pelloux après les attentats de Charlie. Il était venu faire sa première télé sur le plateau. Et je l'ai vu rentrer et je l'avais déjà interviewé, mais je le connaissais pas trop. On est devenus assez proches après. Et je l'ai vu rentrer et j'ai vu ce que c'était que le choc, en fait. J'ai vu ce qu'il avait vu à travers ses yeux. J'ai vu la couleur de sa peau, son regard. J'ai l'impression que c'était quelqu'un d'autre, en fait. Et je pense que ça, c'est difficilement oubliable, en fait. J'imagine que ça doit être compliqué, mais vous réussissez toujours à gérer, bien évidemment, ce genre de réaction. C'est aussi le travail du journaliste, et ça fait partie aussi du métier et des hauts et des bas. C'est votre passion, l'info, Ronald Guintrange ? Je dirais pas ça. Je pense que je suis curieux. C'est votre métier avant tout ? Ouais, c'est mon métier. Mais ce que j'aime dans la vie, c'est m'intéresser à tout. Justement, avec les années, est-ce que vous avez aussi un peu envie d'autre chose ? Avec peut-être plus de recul, on voit déjà que dans l'info, vous faites plus de reportages, moins sur le hard news, c'est-à-dire l'info naissante qui tombe, moins d'immédiateté. De quoi vous avez envie aujourd'hui ? J'aime bien, il y a un média que j'aime beaucoup, je n'ai jamais fait, c'est la radio. Donc déjà, pouvoir faire le même métier à la radio, c'est quelque chose, je pense, ça me plairait. Ça demande, je pense, d'autres qualités, une autre façon d'agir. Et après, j'aime bien, et c'est pas du tout pour faire de la pub, mais j'aime bien ce que je fais dans mon podcast. C'est-à-dire de m'intéresser à quelque chose de... En fait, ce que j'aime savoir, c'est pas ce que les gens font, c'est pourquoi ils le font. On y vient. Un projet plus personnel alors. Depuis le 8 mars dernier, vous êtes à l'origine de votre nouveau podcast Genesis. Qu'est-ce que ce podcast a de plus que les autres ? On va d'abord découvrir la bande-annonce. Il y a celui ou celle qui a toujours su ce qu'il ou elle voulait faire dans la vie. Il y a celui ou celle qui a longtemps douté, mais qui, un jour, s'est lancé. Il et elle ont tous un point commun, ce désir, cette envie, ce rêve, cette passion, qui va plus ou moins vite se transformer en vocation.
Bienvenue dans Genesis, proposé par Actual, acteur majeur du travail en France. Je suis Ronald Guintrange et aujourd'hui, c'est le comédien François-Xavier Demaison qui nous raconte à quel moment il y a eu l'étincelle et comment elle est devenue flamme. Très jolie cette dernière phrase. Ah. Confession. Donc on est sur une confession quand même. On a quelque chose d'intime, du partage, en fait, C'est de la l'intimiste. transmission. Pourquoi, selon vous, ce podcast a quelque chose de plus que les autres ? Parce que je pense que dans le monde actuel, on a besoin de sens. Et que ce podcast-là, même s'il est très personnel et très intimiste, il donne du sens. C'est-à-dire que ce que j'essaie de comprendre chez les gens, c'est pourquoi ils ont fait un choix à un moment, consciemment ou inconsciemment, et quel sens ça a donné à leur vie, et comment ils ont été confrontés à ce choix et donc à cette quête de sens. Et je pense que c'est une façon de... Je retrace de façon assez classique leur carrière. J'essaye juste le fil rouge, c'est le désir. D'ailleurs, j'ai beaucoup de remarques. Tu dis beaucoup désir, tu dis beaucoup désir. J'ai oui, parce que c'est ce qui m'intéresse. C'est ça, c'est tout le challenge justement de maintenir ce fil qui n'est pas évident parce qu'on est très tenté en écoutant le podcast, bien sûr, d'avoir envie d'aller gratter ailleurs, mais vous gardez ce fil rouge qui n'est pas évident. Genesis, pourquoi ? La genèse de l'envie ? Exactement, la genèse. La genèse. François-Xavier Demaison, c'est le parrain du podcast. Ouais. C'est votre premier... Merci FX. Voilà. Vous l'avez interviewé donc dans un endroit, on l'a dit, intimiste, dont on va taire le nom. Vous lui avez parlé de son désir d'être comédien. Il le savait très tôt finalement. Mais son désir, c'était quoi ? Mais ce qui est génial, c'est que tout le monde connaît l'histoire de François-Xavier. Il en a beaucoup parlé, à savoir, j'ai voulu être comédien, mais en même temps, je ne l'ai été véritablement qu'après les attentats du 11 septembre. Moi, ce qui m'intéressait, c'était évidemment tout le long de sa carrière, mais ce moment entre le moment où il a envie de faire comédien et ce qui est très jeune, il explique que lui, c'est l'odeur des parfums des femmes dans les théâtres, c'est les sièges rouges, et puis le moment où il franchit vraiment le pas. Parce qu'il a nié, entre parenthèses, il n'est pas allé au bout de son désir pendant de longues années. C'est ce qui m'intéressait le plus, en fait. On va écouter le meilleur de François-Xavier Demaison. Je me dis effectivement, puisqu'il n'y a aucune certitude nulle part, autant faire ce métier fou. Et ça, j'en ai la conviction. Ouais, ça me fait peur. Ça me fait peur de faire ce métier. Je crois que c'était comme une cocotte minute. Le couvercle a été fermé trop longtemps, donc ça pète. Voilà, il n'y a que les gens qui l'ont fait qui peuvent en parler, le partager. C'est, quel que soit le domaine d'activité, mais à un moment donné, il faut se lancer, quoi. Parce que quand il y a le désir, il y a parfois le doute, la peur. Est-ce que ce que je choisis, c'est bien ou pas, finalement ? Mais c'est exactement ça. Mais en fait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est quand moi j'ai voulu être journaliste, en fait, j'ai eu presque plus de déception que de confirmation. C'est-à-dire que je n'ai pas aimé mes études qui devaient m'amener à des études de journalisme. J'ai pas aimé mes études de journalisme qui étaient trop théoriques et pas assez pratiques. Donc j'ai eu beaucoup de frustration. Et à un moment, c'était de me poser la question, pourquoi je me suis accroché à ça, à cette envie ? Est-ce que je me suis auto-convaincu que je voulais être journaliste alors qu'au fond, finalement, tout ce qui mène à ça me plaît pas ? Ou alors, est-ce que c'est vraiment mon rêve et est-ce que simplement je dois chercher au milieu de tout ça quelque chose qui me corresponde plus ? Alors justement, le prochain numéro, c'est Yannick Aleno. Ouais. Je vais laisser c'est celui qui a été diffusé lundi dernier. Le prochain numéro, on verra lequel c'est, on garde le suspense. Mais on va faire votre Genesis à vous, Ronald Guintrange. Mon Dieu. Est-ce étrange ? C'est le moteur de toute vie, mais le plus difficile, je crois, c'est de trouver son désir à soi et de ne pas se mettre à la merci du désir de l'autre. Ok, mais le vôtre ? J'y travaille. Vous bottez en touche. Et alors, d'où vous est venu ce désir d'être journaliste ? Vous pensez par justement ce que vous venez de me dire, le conditionnement, ou est-ce que quelque part il y avait une petite graine qui avait été mise par quelque chose ? Non, moi je pense que c'est vraiment, j'ai découvert cette envie-là par l'histoire et la radio en fait. C'est-à-dire que j'écoutais beaucoup la radio, mais mes parents sont pas du tout de ce milieu-là. Ils m'ont jamais convaincu, ils m'ont aidé après une fois que j'avais choisi ma voie, mais j'écoutais la radio, j'aimais beaucoup l'histoire, j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup les histoires, et je pense que c'est comme ça que c'est venu au fur et à mesure en fait. On va continuer à parler de vous et avec vous dans cette émission. Ronald Guintrange, présentateur de 7 jours BFM sur BFM TV et du podcast Genesis. Dans un instant, nos chroniqueurs nous rejoignent, mais tout de suite, c'est le rappel des titres. Restez avec nous sur Radio J.